voici les titres du journal. La communication passe entre Paris et Yaoundé. L'ambassadeur Christophe Guilou a remis un pli fermé du président Macron au président Biya ce lundi. L'audience du Palais de l'Unité est en tête de ce journal. L'infection à Covid-19 passe le cap dangereux de 1000 cas par semaine. La deuxième vague est en marche. Le ministre de la Santé publique viendra expliquer la riposte sur ce plateau. Le docteur Manaouda Malachi est l'invité du 20h30. La contrefaçon des liqueurs passe par des réseaux au-dessus de tout soupçon. Le 20h30 ouvre le dossier sur un phénomène en expansion. La mort dans la bouteille, c'est à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Axe Paris-Yaoundé, le dialogue est effectif. Le chef de l'État a reçu cette mi-journée un pli fermé de son homologue français Emmanuel Macron. Le courrier de l'Élysée était transmis à son Excellence Paul Biya par l'ambassadeur de France, son Excellence Christophe Guilou. Une audience qui a permis aux deux personnalités de passer en revue diverses questions d'intérêt commun. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. Atmosphère de grande quiétude au Palais de l'Unité, ce début d'après-midi du lundi 22 février 2021, à l'annonce de l'ambassadeur de la République française dans notre pays, attendu pour une audience avec le chef de l'État, Paul Biya. Sur le trajet qui le conduit au bureau présidentiel, son Excellence Christophe Guilou va se soumettre comme tous les autres visiteurs aux mesures sanitaires mises en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 avant d'être introduit auprès du chef de l'État. Son Excellence Christophe Guilou, ambassadeur de France. Monsieur l'ambassadeur. Bonjour, Monsieur le Président. Passé les civilités d'usage, les portes du bureau présidentiel vont se refermer pour près de 90 minutes d'entretien à huis clos entre le président de la République et le diplomate français. À sa sortie d'audience, l'hôte du président de la République va accepter volontiers de lever un pan de voile sur l'objet de sa présence ce 22 février 2021 au Palais de l'Unité. Alors j'ai été effectivement reçu par son Excellence, M. Paul Biya, président de la République. Je lui ai tout d'abord remis un message écrit du président Emmanuel Macron. Et au-delà, nous avons, le président et moi, abordé un certain nombre de sujets. L'épidémie de la Covid. Nous avons échangé sur à la fois la situation ici au Cameroun, les besoins et tout ce que la France pouvait continuer à faire pour venir en appui à la lutte contre cette terrible pandémie. Nous avons également abordé la situation intérieure au Cameroun, l'excellence des relations bilatérales et la situation internationale. Tout étant dit, le diplomate français va regagner son véhicule au perron après avoir reçu une ultime fois les égards du piquet d'honneur de la garde présidentielle. En ce moment précis, les jets d'eau disposés sur l'esplanade du palais présidentiel sont déjà de nouveau entrés en spectacle. L'actualité, c'est également ce coronavirus qui reprend du poil de la bête au Cameroun. Une nouvelle vague de contamination constatée depuis près de 2 mois maintenant. La virulence en est telle qu'on enregistre de 800 à 1000 nouveaux cas positifs chaque semaine. Et cette nouvelle vague, ajoutée au relâchement des mesures barrières par les populations, on craint maintenant le pire. Heureusement, le personnel de santé et le gouvernement ne baissent guère la garde. Je vous l'annonçais au tout début de ce journal, le ministre de la Santé publique est déjà dans ce studio. Nous allons comprendre la portée de cette nouvelle vague de contamination avec vous tout à l'heure. Bonsoir, monsieur le ministre.
Bonsoir, madame. Mais d'abord, nous faisons le point de cette pandémie au Cameroun dans ce reportage de Irène Njanafouda. Le mouvement du vent de l'insouciance qui souffle sur les mesures barrières est suivi par bon nombre de citadins qui tirent le coronavirus vers le haut. De ce fait, l'heure de crier au scandale sonne à temps pour faire retentir la sonnette d'alarme. Nous avons des cas de 800 voire 1000 par semaine. Donc c'est une situation qui devrait interpeller les uns et les autres. Un signal fort qui se répercute sur la courbe de propagation qui va crescendo. Un doigt accusateur est pointé sur le relâchement des mesures barrières à divers niveaux. Malgré toute la sensibilisation en continu, nous constatons ce relâchement de respect des mesures, notamment le port du masque dans les milieux publics, que les populations puissent être de plus en plus citoyennes. Le gouvernement prend la pleine mesure de la situation critique pour changer l'ordre des choses. Le ministre de la Santé publique a présidé une réunion stratégique qui a permis de valider ce plan de communication avec des nouveaux outils. Donc on a un risque de nouvelles flambées dans la population si nous ne continuons pas de faire des efforts. Tous ces masques qui tombent et ces gestes barrières balayés du revers de la main permettent au coronavirus de se frayer un chemin pour se confiner derrière des chiffres alarmants. Monsieur le ministre, on entend parler de risque de nouvelles flambées au sein de la population. Quel est ce soir le bulletin de santé du Cameroun sur ce front de la lutte contre la pandémie du coronavirus? Merci madame de me poser cette question. Comme on l'a suivi d'ailleurs dans le reportage que nous venons de regarder, la situation commence quand même à avoir, parce que vous savez, dans la vie d'une épidémie, vous pouvez avoir à un moment donné maîtriser la situation, mais vous pourrez, n'est-ce pas, avoir de temps en temps quand même des petites poussées. Et donc, c'est ce que nous constatons aujourd'hui, et les indicateurs sont clairs. C'est-à-dire, nous partons en termes d'occupation des lits, donc des hospitalisations. Nous partons d'une situation où nous avions, il y a quelques mois, 0,5%. Nous sommes montés à 2,5%, nous sommes montés à 3%. Aujourd'hui, nous sommes à 5% d'occupation des lits. Ce lundi, on a vu votre publication. Voilà, de lundi. Ça veut dire que nous voyons quand même la trajectoire. Si nous prenons également les décès, parce que voilà les indicateurs d'une épidémie, de l'évolution d'une épidémie, vous voyez les décès, on est parti de 1 à 2 décès par semaine. Après, on est monté à 3-4 décès par semaine. On est allé à 7 décès par semaine. On est monté à 12 décès par semaine. Après, 23 décès par semaine. Et aujourd'hui, nous sommes à 35 décès par semaine. Et donc, quand nous regardons cela, nous pensons quand même qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Mais je voudrais tout de suite le dire, parce que lorsque nous voyons l'évolution globale de l'épidémie, il n'y a pas une matière à s'alarmer outre mesure. Mais il faudrait peut-être maintenant simplement que nous reprenions conscience et que nous nous disons il y a quelque chose qui se passe, il vaudrait mieux que nous rentrions au respect des mesures barrières et que nous, surtout, nous portions nos masques lorsque nous sortons dans l'espace public. Au-delà de ces masques et de toutes les mesures barrières qui sont déjà, je crois, largement communiquées dans le public, comment s'organise cette nouvelle riposte, monsieur le ministre? Alors, au niveau de la riposte, j'ai déjà tenu depuis le vendredi dernier, j'ai tenu 2 réunions de crise. Je viens de terminer une deuxième réunion de crise où il est question de remobiliser tout le personnel de la riposte autour des nouveaux clusters que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas l'ensemble. Sur les 190 districts, nous avons 180 districts à peu près qui sont affectés. Et nous savons exactement les clusters qui sont observés de par le territoire national. Et donc nous savons exactement... Juste pour quelques exemples, nous avons Garoua Boulaye, nous avons Yaoundé, la Cité Verte, nous avons Maroua 2, nous avons Ngaoundéré. Donc nous savons exactement où se trouvent ces clusters, nous savons ce qu'il faut faire. Et donc nous avons remobilisé toute l'équipe qui part, n'est-ce pas, du centre des opérations d'urgence aux gouverneurs des régions qui sont des coordonnateurs sur le plan régional, aux délégués régionaux qui sont les SGI
sur le plan régional, aux districts de santé, aux leaders d'opinion et religieux et tout le reste, parce que c'est l'affaire de tout le monde. Nous avons tous les Camerounais réunis derrière les très hautes instructions que le président de la République avait données. Nous avons chacun contribué à la maîtrise de la pandémie lors de cette première vague. Maintenant, ne relâchons pas parce qu'on risque d'avoir une deuxième vague. Et nos efforts que nous avons eu à faire ne vont pas servir à grand chose, parce que là, si nous avons une deuxième vague, ça veut dire que nous avons échoué. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, chacun reconsidère sa manière, reconsidère son comportement et reporte maintenant son masque et puis respecte les mesures barrières. Et vous êtes venu sur ce plateau naturellement pour ces rappels très importants, mais il semble également y avoir, Monsieur le ministre, de sérieuses failles dans cette riposte gouvernementale, comme ce trafic de tests négatifs au niveau des voyageurs à l'international. Est-ce que vous êtes au courant de ce trafic, Monsieur le ministre? Oui, nous avons été au courant de quelques cas que nous avons déjà sanctionnés. Mais je peux vous avouer... Nombreux? Nous avons sanctionné 3 ou 4 personnes. Les derniers viennent d'être sanctionnés il y a de cela un jour. Donc, mais nous avons pris des dispositions pour que dès demain, les tests soient sécurisés. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Au niveau du prélèvement, lorsqu'on vous prélève, on enregistre, on génère un code barre qui va suivre l'échantillon jusqu'au laboratoire à la sortie. Donc aujourd'hui, ce sera difficile de frauder et d'arriver à l'aéroport avec un test qui n'est pas bon et que vous puissiez voyager. Parce que les listes vont être envoyées aux aéroports, les smartphones vont lire les codes barres et dire exactement qui vous a prélevé, où est-ce qu'on vous a prélevé et dans quel laboratoire vous avez été analysé, l'échantillon a été analysé. Donc nous avons pris des dispositions pour que dès demain, cette mesure sur les codes barres soit largement disponible dans les aéroports. Voilà. Vous dites. Alors nous allons quand même voir quelques exemples qui sont maintenant constatés à travers notre territoire national au sujet précisément, Monsieur le ministre, de ce vaccin. Alors, quelques pays sont déjà avancés dans ce domaine et même en Afrique, on parle de plus en plus du vaccin. Mais au sujet de cette campagne de vaccination, on entend des échos, par exemple, cette nouvelle fausse par ailleurs qui a semé la panique cette dernière fin de semaine au San Francis College, c'est à Kumba. Des élèves effrayés par cette fausse annonce se sont rués vers la sortie. On compte aujourd'hui 3 blessés. Le calme serait revenu à ce collège ce lundi même, selon le préfet de la Mémé. Nous allons d'abord regarder cette bousculade dans ce reportage de Stéphane Talla et puis votre réaction, Monsieur le ministre. Les 3 victimes du mouvement de foule enregistrées dans un collège à Kumba sont prises en charge ici à l'hôpital du district de cette ville. Tout est parti d'une rumeur concernant une campagne de vaccination contre le coronavirus en cours. Quelques-uns de nos enfants ont sauté les étages. On se retrouve avec 3 qui ont été sérieusement touchés. Et je sors de l'hôpital à l'instant où j'ai donné instruction ferme au directeur de l'hôpital et aux médecins sur les districts de santé de tout faire pour que ces enfants retrouvent leur santé. La rumeur est également rejetée par le délégué régional de la santé publique pour le Sud-Ouest. Il n'y a pas encore un programme de une campagne de vaccination Covid-19 dans le Sud-Ouest. Les coups ont repris dans le collège ce lundi après le vent de panique. La communauté éducative est invitée à rester vigilante afin de ne pas tomber dans le piège des propagateurs de fausses nouvelles. Vous avez appris cette nouvelle-là, Monsieur le ministre, à Kumba? Oui, nous avons bien appris la nouvelle. Nous avons d'ailleurs donné des instructions pour qu'on puisse les prendre en charge et naturellement qu'on adresse toute notre proximité aux familles des blessés de cette bousculade-là. Il y a vraisemblablement donc une psychose qui naît au Cameroun à l'idée même d'un vaccin contre le coronavirus, en jugé par cet exemple de Kumba. Et quelle est la position aujourd'hui du Cameroun sur cette question, Monsieur le ministre? Sur la question de vaccin contre le Covid, je voudrais dire ici que la position du président de la République, son Excellence Paul Biya, est claire sur la question.
cette position nous a été transmise par le premier chef de gouvernement, celle de dire préparer notre pays à une éventuelle introduction de ce vaccin, mais comme la situation épidémiologique est encore très bonne, on ne va pas courir vers le vaccin, mais on ne sait jamais. Au cas où on aura recours à un éventuel vaccin, le président ne voudrait pas que ses compatriotes soient démunis, soient sans vaccin. Pourquoi? Nous sommes dans un environnement mondial où les pays riches se sont accaparés tous les vaccins. Aujourd'hui, n'eût été la facilité COVAX qui offre la possibilité aux pays qui n'ont pas assez de moyens de pouvoir également prétendre à une moindre couverture quand même de leur population en vaccination, on ne devrait pas le faire. Parce que les pays riches ont d'ailleurs financé même les recherches du vaccin. Ils ont acheté, quand vous prenez l'un des pays que je tais le nom ici, ils ont acheté 10 fois plus que le nombre de leur population en termes de doses. Et donc, ça fait que si nous étions allés nous-mêmes sur le marché international, il était très, très difficile pour nous de les avoir. Et donc, le président a pris des dispositions pour que nous préparions à une éventuelle introduction de ce vaccin. Mais il faut qu'on le dise, d'abord, le principe n'est pas un principe de rendre ce vaccin obligatoire. Partout ailleurs, nous disons ici que le vaccin, ce sera un vaccin, si jamais on a besoin, ce sera un vaccin qui va se faire sur la base du volontariat. Vous voulez, vous venez vous faire vacciner. Vous ne voulez pas, ne le faites pas. Le conseil scientifique est clair là-dessus. C'est-à-dire qu'on a un échéancier de déploiement, mais pour le moment, nous disons notre situation épidémiologique est telle qu'on ne devrait pas courir pour le vaccin. Et ça, c'est clair. Le président de la République est clair là-dessus également. Merci infiniment, Monsieur le ministre de la Santé publique, pour toutes ces informations et ces éclairages, notamment sur ce dernier point du vaccin qui a fait ce mouvement dans cet établissement à Kumba. Merci et bon vent sur le front de cette lutte pour le Cameroun. Et voici un autre phénomène. Nous ouvrons le dossier du 20h30 pour jeter un faisceau de lumière sur la contrefaçon dans le secteur des vins et des spiritueux. Un récent démantèlement d'une unité clandestine de fabrication de faux whisky dans un quartier de la capitale ici à Yaoundé est venu exacerber les inquiétudes des autorités et des consommateurs autour de cette pratique illicite. Qu'en est-il exactement? Comment cela se passe-t-il? Enquête dans les réseaux de contrefaçon des liqueurs, c'est avec Franck Evina. La qualité noyée dans l'ivresse de la contrefaçon. La coupe est pleine dans le secteur des liqueurs. Ils prennent parfois des whisky, par exemple de 2 ans d'âge, ils mettent dans un 18 ans d'âge pour simuler parfois la couleur. Mais il y a d'autres qui font avec l'alcool. Un alcool très fort, ça sèche ta gorge, ça peut même t'étouffer à la fin. Et le matin, tu es tellement fatigué. 9 février 2021. Démantèlement d'une usine de fabrication de faux whisky au fin fond des Liguéjois. Résultat d'un renseignement sûr. L'arme fatale même de ceux qui, comme les éléments de l'opération halte au commerce illicite, traquent les trafiquants véreux. C'est une affaire de réseau d'abord. Il faut que nous soyons suffisamment renseignés pour y tomber. Vous savez, de prime abord, il est difficile. Il n'y a que les connaisseurs pour savoir que tel vin, tel whisky est contrefait. Des officines clandestines au point de distribution, le trafic s'abreuve d'un génie malicieux. Généralement, vous avez remarqué les jujus des filles. Ces gens-là prennent des fous whisky pour donner aux filles dans les snacks. On dit offre spéciale, jujus des filles. Par contre, ce n'est pas ça. C'est des fous whisky qui donnent aux filles. C'est là où l'expérience et la bonne foi des gérants de débit de boissons doivent intervenir pour enivrer le fou. Comme le personnel est déjà au courant de ce type d'histoire, il y a beaucoup qui viennent vers moi, comme le monsieur qui est ici là nous propose qu'on lui réserve les bouteilles vides et tout qu'il va acheter et tout. La bouteille vide du whisky c'est 250. Le carton c'est 500. Dans ces contenants authentiques, on mettra des contenus frélatés et vous consommerez alors du whisky comme de l'eau de feu. Mais attention, l'addition est très salée pour la santé et pour notre économie. On constate aujourd'hui que ces liqueurs et ces vins contrefaits qui inondent les marchés échappent allègrement au fisc des produits frelatés et toxiques, impropres à la consommation humaine, à l'origine de nombreux décès par ailleurs. Barbara Padjama. Le 14 février dernier, il y avait un homme de près de 43 ans
qui était dans la salle d'urgence dans le coma, que c'est un coma éthylique. Dans la même bouteille, une autre histoire agitée à la mer. À l'Est Cameroun, 23 personnes avaient trouvé la mort noyées dans de l'alcool frilaté. Très répandue, cette contrefaçon se distille dans tous les circuits de consommation. Vin, whisky, vodka, aux origines inconnues. Maintenant, quand c'est frilaté, ça veut dire c'est quel produit on met dedans. Est-ce que c'est les métaux lourds qui agissent sur les reins? Est-ce que c'est des produits toxiques qu'on ne peut pas savoir? Des liqueurs bas de gamme qui saoulent la santé et le bon sens. Des tremblotes. Il tremble de temps en temps. La filtration de cet alcool se fait par le rein et par le poumon. Ça fait qu'à longue, le rein est exposé pour pouvoir donner une insuffisance rénale aiguë ou chronique. Le foie est exposé. Le foie est exposé si bien qu'en faisant une échographie, on se rend compte qu'il y a une cirrhose qui peut évoluer au cancer. En petite ou grande dose, en sachet ou en bouteille, ce sont des ruinards de l'économie. Quand ils coulent à flot, ils entraînent des manquements dans les recettes publiques. Les impôts qui comptent sur les bénéfices des sociétés légitimes sont réduits. Même les emplois sont revus à la baisse. Une descente musclée du ministère du Commerce dans plusieurs points de vente de vins et spiritueux en fin de semaine témoigne clairement la menace détectée de la cave frilatée. Et pour les adeptes de Bacchus, la question lancinante est maintenant de savoir distinguer la vraie liqueur de la fausse. Les autorités tentent bien sûr de séparer le bon grain des livrets, mais les fausses liqueurs ont tellement l'air vraies, on vient de le voir, de la bouteille jusqu'au goût, que même les connaisseurs s'y perdent. Voici tout de même quelques astuces de fin limier. C'est un reportage de Laurence Ocalia. Chaque bouteille ici pourrait raconter une histoire, des fous rires, des partages, des bagarres. Mais elles restent désormais muettes dans ce tombeau quant à la qualité de leur contenu. C'est bien difficile de le savoir. Déjà, quand vous voyez les bouteilles là, il n'y a aucune différence. Quand vous prenez un whisky de consommation UG, il n'y a aucune différence qui vous montre que bon, il faut bien que les professionnels nous en disent plus. Pour le savoir, rendez-vous au comptoir. Barman, un Chivas 12 ans, s'il vous plaît. On vérifie le code, celui-ci. Ça, on peut dire que c'est la date de naissance de la bouteille. Donc, on doit, et c'est la même date, elle doit correspondre à celle qui est ici, là. Ici, parce que ça, c'est notre estampille à nous. Elle doit correspondre à ça. Notre code barre à nous de l'entreprise, ça nous permet de pouvoir suivre l'achat, quel jour la bouteille est entrée dans notre magasin. Pour atténuer notre soif d'information, il est important d'aller s'abreuver à la source elle-même, le seul fournisseur agréé de plusieurs liqueurs très prisées au Cameroun. Pour la contrebande, le produit est supposé être bon, mais seulement il n'a pas suivi le circuit de dédouanement. Lorsque le produit est ouvert, nous faisons ce qu'on appelle le test de la flamme bleue pour le Chivas. Vous prenez du Chivas, vous mettez soit sur un plat, et puis vous craquez une allumette. Lorsque la flamme est bleue, vous êtes sûr que c'est du Chivas 100%. Même si vous venez à mettre le feu, consommez avec modération. La vérité ne se trouve pas forcément au fond de la bouteille. Voilà qui est dit. 49 chantiers d'infrastructures routières sont passés au scanner du ministère des Travaux publics cette semaine. La revue des projets entamés ce lundi examine, entre autres sujets, les taux d'exécution, les difficultés rencontrées par les entreprises et notamment cette question du paiement des décomptes. Tous les acteurs de la chaîne sont ainsi mobilisés pour livrer ces 49 chantiers aux dates contractuelles. Rodrigue Bertrand-Tueno fait le point. Ce sont les chantiers autoroutiers Yaoundé-Douala phase 1 et Kribi-Lolabé qui ont ouvert le bal de cette édition 2021 de la revue des chantiers d'infrastructures routières du ministère des Travaux publics. Les chefs de mission de contrôle et les responsables des entreprises qui exécutent les travaux ont présenté la situation des projets avec force et éléments iconographiques. Par rapport au planning prévisionnel des travaux, nous sommes en avance. Je peux dire que nous sommes en avance maintenant de presque un mois. Nous espérons que la prochaine saison pluvieuse sera clémente pour nous permettre de réaliser la couche de roulement. Et nous sommes confiants à ce que les travaux seront achevés en décembre 2021.
Chaque présentation est suivie d'un remue-ménage pour lever les contraintes. Ce rituel a été respecté pour les 26 projets inscrits au chronogramme du jour 1 de cette revue qui refermera ses portes mercredi. Et voilà qui amène à ce qui fait débat en ce début de semaine au Cameroun. C'est bien encore une fois le coût exorbitant du kilomètre de route qui continue de faire couler de l'encre et de la salive. Dans un rapport de 2019, la Banque mondiale explique que ce coût serait de 2 fois plus cher au Cameroun que chez les autres pays de la même échelle de développement sur le continent. Les autoroutes Yaoundé-Douala ou Yaoundé-Nsimalen en sont une illustration avec le kilomètre à plus du milliard de francs CFA et ça fait naturellement débat. Cyril Kingembepe. 1 kilomètre de route au Cameroun coûte en moyenne 205 millions de francs CFA. C'est le double de la moyenne africaine. Pointé du doigt, les études techniques insuffisantes, avec le relief, les ouvrages de franchissement, les indemnisations, la fiscalité et autres. Les acteurs de terrain accusent le coût. Les études ne sont généralement pas bien faites. Vous imaginez une grande voie qui a été étudiée sans assainissement. Ce qui rend plus cher la route au Cameroun, c'est en réalité le coût du bitume, qui est le matériau le plus important que nous importons. Un autre doigt est pointé sur les riverains des 10 projets routiers. Il y a des coûts annexes qui sont par exemple les indemnisations, c'est-à-dire la mise à disposition du tracé de la route. Il serait urgent de passer à la recherche locale de solutions. L'État peut créer lui-même, peut installer les carrières de concassage dans toutes les régions. On peut remplacer également le béton bituminé par d'autres matériaux. Et pour arriver à ce niveau-là, il faut s'intéresser à la recherche. L'administration travaille à élaborer des prix unitaires, installer une usine de production de bitume et des centrales de concassage des granulats. En attendant, les 2 autoroutes principales ont de loin dépassé le milliard de francs CFA au kilomètre et ne sont pas encore achevées. Et nous restons sur les routes avec cet autre accident mortel, la circulation, qui vient d'ôter la vie à 5 personnes et fait de nombreux blessés. C'est la nuit dernière à Koussam, dans le Noun, région de l'Ouest, et c'était des passagers du bus de l'agence Avenir Voyage, dont le système de freinage défectueux a lâché, entraînant le véhicule dans le ravin, et c'était encore une fois un transport de nuit. Igor Bissaï, à l'Ouest. L'accident serait survenu aux alentours de minuit. Le bus de la compagnie Avenir Voyage, parti de Koutaba pour Yaoundé, a terminé sa course dans un ravin entre Fumbot et Baganté. Il y a eu certainement une défaillance du système de freinage. Comme en témoignent les survivants, le chauffeur s'est battu en vain et s'est retrouvé dans les décombres. Le véhicule a percuté un arbre qui a arrêté sa course. Sinon, on se serait retrouvé dans des profondes vallées. Les dispositions viennent d'être prises par M. le gouverneur à l'effet de mettre à disposition justement une ambulance pour continuer ce travail d'évacuation. 5 morts, dont un moine, un nourrisson de 9 mois et une 50aine de blessés. Comme moi, j'étais un peu fatigué, j'étais endormi. Et 30 minutes après, je comprends comment les gens étaient en train de crier dans « Monsieur réveillé ». J'ai trouvé que le bus était déjà tout concassé. Une fois informé, le gouverneur de la région de l'Ouest est descendu sur les lieux de l'accident et s'est ensuite rendu dans les hôpitaux pour réconforter les blessés. Une enquête a aussitôt été ouverte pour élucider les raisons de cet énième accident de la compagnie Avenir Voyage. Le ministre des Transports, ce soir, condamne naturellement les causes de ce drame. Jean-Ernest Massenangale Bibehe, qui recevait par ailleurs ce lundi une délégation du ministère des Transports et de l'Aviation civile de la République centrafricaine. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les 2 pays dans le secteur des transports. Augustin Bichoka. La rencontre de ce jour a regroupé la mission centrafricaine conduite par le ministre des Transports, de l'Aviation civile, Arnaud Djoubaye Abazen, auprès de son homologue camerounais Jean-Ernest Massenangale Bibehe.
La concertation se situe en droite ligne des questions de coopération bilatérale ainsi que de promotion de l'intégration sous-régionale entre les deux pays frères. Visite de travail qui porte sur la flexibilité des échanges à rechercher des solutions permanentes. À l'issue de la concertation, la partie centrafricaine s'engage à examiner favorablement ces doléances. Nous sortons sur une note de satisfaction totale. Satisfaction totale de la disponibilité du gouvernement camerounais, la disponibilité du peuple camerounais. Pour les transporteurs, les résolutions à l'issue de ces échanges vont fluidifier les échanges pour améliorer le trafic du corridor Douala-Bangui. Nous devons maintenant passer à la phase active, c'est-à-dire nous rendre sur place, faire d'abord un test, grandeur nature. Nous l'avons déjà fait, c'est vrai. Ces relations Cameroun-République centrafricaine sont appelées à s'intensifier. Allons dans le Nord où une délégation constituée de 4 députés et conduite par Mahmouda Ali Lariski vient d'effectuer une visite d'évaluation des chantiers sur les infrastructures sanitaires en construction dans la ville de Garoua. À l'hôpital de référence, le taux d'exécution est estimé à 80% et il est de 50% environ au centre hospitalier de Garoua. Nous faisons le point avec Omar Ossanda Hayatou. Avec des travaux en cours dans les chantiers depuis plusieurs mois, bientôt la cité capitale du Nord sera dotée de 2 importantes infrastructures sanitaires. Il s'agit de l'hôpital de référence de Garoua et du centre hospitalier de la même ville. 4 députés du Nord viennent d'effectuer une descente sur le terrain pour voir de près l'évolution des travaux dans les 2 chantiers. Ce sont les hôpitaux aptes à recevoir aujourd'hui les nouveaux types de maladies. Ils ont les équipements qu'il faut pour faire face à l'évolution très complexe des maladies de ces jours. Si les élus du peuple qu'accompagne l'inspecteur général des services régionaux, Simon Sombé, sont satisfaits du travail accompli, les responsables qui supervisent les travaux rassurent quant à eux sur les délais impartis. Cette sortie a permis aux parlementaires de tenir une réunion avec les délégués régionaux impliqués dans les travaux de ces chantiers et d'effectuer aussi une visite de courtoisie au gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi. Une figure emblématique de l'administration territoriale camerounaise s'est éteinte hier ici à Yaoundé. Jean-Marcel Mengeme, plusieurs fois gouverneur de province et ministre de l'administration territoriale, a rendu l'âme. Il était âgé de 97 ans. À son actif, on se souviendra de la gestion, notamment de la catastrophe du lac Nyos. L'évocation d'Augustin Guizana. C'est dans cette modeste demeure du quartier Nkoleton de Yaoundé où Jean-Marcel Mengeme vivait sa retraite jusqu'à la date fatidique du 21 février 2021. Ce soir-là, le patriarche est parti sous le regard impuissant de son épouse après plus de 50 ans de mariage. On marchait là, arrivé là, il dit je m'en vais. Bon. Je me suis dit que peut-être il dormait, c'est un rêve, il dit je m'en vais. Né le 8 septembre 1924, Jean-Marcel Mengeme, inspecteur fédéral de la province du Nord Cameroun. Celui qui a passé le service à M. Ousmane Mey. Et de là, il est allé comme gouverneur de l'Ouest, puisqu'on dirait aujourd'hui gouverneur et non plus inspecteur fédéral de l'administration. Son passage comme membre du gouvernement entre 1984 et 1986 est marqué par la gestion de la catastrophe du lac Nyos. J'étais ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technique qui gérait la catastrophe sur le plan technique, scientifique et technologique. C'est lui qui a eu la redoutable responsabilité de gérer sur le plan logistique la catastrophe du lac Nyos. Bien avant, il aura coordonné la fameuse conférence de Fumban en 1961. Il est alors préfet du Noun. Jean-Marcel Mengeme, originaire du Sud Cameroun, est décédé à l'âge de 97 ans. Les condoléances du 20h30 à toutes ces familles endeuillées. Parlons à présent de l'achèvement du complexe sportif d'Olembe qui alimente les choux gras de la presse.
Pourtant, les aires de jeu du stade principal et les 2 stades annexes sont achevées, tout comme de nombreux éléments de ce stade. La mise en place des derniers financements de 55 milliards devrait permettre d'achever les autres composantes. Mais pourquoi 55 milliards? Nous allons entendre maintenant les explications du docteur Cyril Ntolo. Il est le président du comité ad hoc des infrastructures au ministère des Sports. Et il répond ici dans ce reportage de Joseph Clément Ongba. Appelé à abriter l'un des complexes sportifs les plus modernes d'Afrique, le site de Lembé est au stade de finition. Les travaux d'achèvement font couler beaucoup d'encre et de salive. Polémique ravivée par la signature le 17 février dernier d'un décret habilitant, le ministre de l'économie a signé une convention de crédit de 55 milliards pour le financement de l'achèvement du complexe. Pour mieux comprendre cette dette, il faut lire en amont les circonstances de l'arrivée de l'entreprise McGill sur le site. Lorsque la CAF décide de décaler la Coupe d'Afrique qui devrait se jouer en 2019 dans notre pays pour l'envoyer en Égypte, parmi les 2 stades, c'est-à-dire le stade de Lembé et le stade de Japoma, le stade de Lembé est le plus avancé. Mais ce qui se passe, c'est que juste après le retrait de la compétition au Cameroun, l'entreprise Pichini a décidé d'arrêter les travaux. McGill, qui vient d'achever le stade de la réunification, se propose alors d'accompagner, d'ailleurs avec l'appui du gouvernement canadien, d'accompagner le gouvernement dans l'achèvement du complexe sportif d'Olembe. McGill décide d'achever l'ensemble des composantes du complexe dans les limites de l'enveloppe restante du marché initial de Pichini, c'est-à-dire 50 milliards. Représentant les 50 milliards des restes non mobilisés du premier financement, plus 5 milliards de francs de frais supplémentaires, les 55 milliards ne sont pas issus de la surfacturation. Les 50 milliards ne sont ni un projet de détournement des milliards, encore moins une surfacturation. La Standard Chartered Bank s'est rendu compte que les procédures d'attribution du marché à McGill étaient tout à fait régulières, aussi bien par rapport aux lois nationales qu'aux lois internationales. Et elle a décidé de poursuivre la négociation avec le gouvernement. Au-delà du stade de 60 000 places, le complexe de Lembé intègre d'autres composantes. Un stade couvert de 60 000 places, c'est un hôtel de 70 chambres, 4 étoiles, c'est un centre commercial de 14 000 mètres carrés, c'est des salles de cinéma, il y en a 3, c'est un musée, c'est 2 stades d'entraînement de football. Il y a la piscine olympique, ça sera la première piscine olympique, enfin, avec celle de Japoma que nous aurons au Cameroun, donc 2 piscines olympiques. Et vous avez également un gymnase couvert de 2000 places, vous avez 2 stades de volleyball, 2 stades de basketball et 4 stades de tennis. C'est une infrastructure imposante qui a complètement transformé la physionomie de la partie nord de la ville de Yaoundé. Une fois terminé, le complexe sportif de Lembé sera, autant que Japoma, l'une des plus grandes fiertés infrastructurelles du Cameroun. Et voilà qui met un terme à ce journal. On retient essentiellement de ce 20h30 l'audience accordée par le président de la République, son Excellence Paul Biya, à l'ambassadeur de France, Christophe Guilou, qui était porteur d'un pli fermé du président Emmanuel Macron, et les explications du ministre de la Santé publique sur la riposte gouvernementale contre la 2e vague du coronavirus au Cameroun. Le journal était préparé avec la collaboration de Christelle Fouda et Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Pour l'immédiat, retrouvez donc Achou Nienti et ses invités dans l'autre actualité présidentielle, le magazine Inside de Presidency. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.